Falck est heureux de vous présenter 112 Infos. Bonjour à tous, bienvenue sur News Sécurité pour une nouvelle série d'émissions 112 Infos. Alors pour cette première émission 112 Infos, nous allons parler des enjeux et de la gestion des catastrophes naturelles actuelles avec un exemple particulier qui nous tient tous à cœur, Mayotte. Alors canicule, inondations, sécheresse ou incendie frappent parfois simultanément tous les continents et ce de façon de plus en plus intense. Un effet direct lié au réchauffement climatique, accentué parfois par d'autres phénomènes, comme le phénomène El Niño. Le 14 décembre dernier, le cyclone tropical Chido a balayé Mayotte, causant d'immenses dégâts humains et matériels, des centaines de kilomètres dévastés, avec de très nombreuses victimes. Comment anticiper, comment prévenir ces phénomènes, comment faire face à ces crises, comment aider les populations, comment aider à la reconstruction, quelles leçons en tirer pour demain. Voici les sujets que nous allons aborder durant cette émission. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir le colonel Alexandre Joissard. Bonjour. Bonjour. Alors colonel, vous êtes adjoint chef COGIC, donc à la DGSCGC au sein du ministère de l'Intérieur. On va revenir sur le COGIC tout à l'heure. Et puis Christophe Ramu, bonjour. Bonjour. Et Christophe, vous êtes directeur général Europe centrale pour Falck. Et on parlera de Falck tout à l'heure. Alors colonel, je vais commencer par vous, peut-être très rapidement une définition du COGIC. Alors le COGIC, c'est le Centre opérationnel de gestion interministérielle de crise. C'est un centre opérationnel qui a 3 missions principales. Celui de faire de la remontée d'informations, d'alerter les autorités et puis de coordonner les moyens opérationnels grâce aux états-majors de zone qui sont directement placés sous notre responsabilité. Merci colonel. Alors je le disais en préambule, on est de plus en plus confronté à des risques naturels, protéiformes. Ce qui a peut-être changé, vous le disiez en préparant l'émission, c'est la durée. Alors c'est la durée, c'est le cycle, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de crises intenses qui reviennent régulièrement avec peu de temps de pause entre chaque crise et la durée des crises en effet qui dure plusieurs mois. Donc ça a été le cas de la crise de l'eau à Mayotte, ça a été le cas aussi de la Nouvelle-Calédonie et là on est de nouveau sur une crise longue à Mayotte pour ce cyclone Chido et donc très clairement on a un impact sur nos effectifs, sur nos moyens engagés qui est considérable. Alors, puisqu'on parle effectivement du cyclone Chido, je rappelle qu'il s'est formé à partir d'une perturbation tropicale dans l'océan Indien, dès le 5 décembre 2024. Il s'est progressivement intensifié en se dirigeant vers le sud-ouest avant d'être nommé en tant que tel cyclone le 9 décembre. Et puis est arrivé effectivement ce drame le 14 décembre à Mayotte. Puis il touchera après d'ailleurs la côte du Mozambique le 15 décembre. Cet événement climatique extrême a provoqué de grosses catastrophes. Comment est-ce qu'on peut anticiper, parce qu'on le voit venir? Comment est-ce que déjà au départ on l'anticipe? Alors c'est tout le travail qu'on réalise au COGIC avec nos experts météorologiques notamment. Pendant 3 jours avant le passage du cyclone, on a eu cette alerte, c'est-à-dire qu'on a eu le début des périodes cycloniques. C'est vraiment le tout début de la saison cyclonique sur cette zone du territoire. On a compris qu'il pouvait se passer un événement majeur, donc on a commencé à activer notre cellule de veille de manière importante avec des effectifs dédiés à cette potentielle crise. Et donc Météo France a, au fur et à mesure, donné des informations concernant la trajectoire. La trajectoire d'un cyclone, à 1 degré, 2 degrés, 3 degrés près, vous passez au nord, au sud de l'île, ou vous frappez l'île directement. Ça a été le cas, c'est-à-dire que dans les 48 heures avant le passage, on avait une certaine probabilité importante que le cyclone passe sur une partie de l'île. Et c'est pour ça qu'on a envoyé des effectifs qui sont partis depuis Paris et d'autres depuis La Réunion pour aller vivre le cyclone aux côtés de la population et pour pouvoir répondre le plus rapidement possible après le passage. C'est ce qui a été réalisé par nos équipes. D'accord. Et on reviendra justement sur cet aspect d'aide avec différents acteurs et la différence avec d'autres pays peut-être où finalement on vient voir aussi un petit peu comment vous travaillez en France. Comment on travaille en France et on va en parler juste après. Tout d'abord, il a fallu effectivement coordonner ces ressources humaines et matérielles. Quels sont les enjeux, surtout en milieu ultramarin? Alors l'enjeu, celui dont je viens de parler, c'est
Lorsqu'on peut anticiper, c'est d'envoyer déjà des moyens. Pourquoi? Parce qu'on sait que sur ce type de crise, on a connu Irma à Saint-Martin, on a connu le cyclone Bellal aussi à La Réunion. On sait qu'on va avoir des difficultés pour envoyer des moyens par les aéroports, par les moyens portuaires qui peuvent être fortement impactés, ces infrastructures, lors du passage d'un cyclone. Et donc on avait eu la volonté d'envoyer des équipes en avance de phase. Pour avoir des équipes qui vont pouvoir découvrir, reconnaître, donner de l'information sur la base arrière qu'est le COGIC, et aussi pouvoir commencer à envoyer des moyens matériels. Donc là, en l'occurrence, des moyens qui permettent de faire de l'exploration, qui permettent de faire du bâchage pour les maisons qui allaient être impactées. C'est ce qui a été réalisé sur cette première phase, et c'est ce qui nous a permis rapidement d'ensuite engager des effectifs. Pourquoi? Parce qu'on avait envoyé aussi des experts d'aéroports militaires, pour le coup, qui avaient cette expertise-là de dire « Ok, la tour de contrôle a été peu impactée, on n'a pas la possibilité de pouvoir continuer à utiliser cette tour de contrôle de manière nominale. Par contre, au sol, on sait que les avions peuvent atterrir, donc on va pouvoir engager ces moyens spécifiques, d'ailleurs moyens spécifiques militaires, mais aussi de la sécurité civile, puisque le Dash, c'est-à-dire un avion particulier qui était là pour les feux de forêt à La Réunion, a été changé d'organisation et d'équipement pour pouvoir faire ces liens et ce transport aérien entre la Réunion et Mayotte. Un vrai pont aérien qui a été mis en place, tout à fait. Alors, vous venez de l'évoquer, hein, colonel, finalement, quand il y a une crise comme celle-ci, on fait appel à toutes les ressources, tous les moyens, différents acteurs. Quels sont les partenariats, justement, quelles sont les aides qui vous accompagnent lors de ces gestions de crise? Alors, en fonction de la crise, là, en l'occurrence, c'est une crise purement sécurité civile. Donc là, on est en leader. C'est nous qui sommes les menants de la crise. Et on va échanger avec un nombre important d'interlocuteurs directement liés au ministère de l'Intérieur, les forces de sécurité intérieure, puisque là, la gendarmerie, la police nationale est nécessaire pour sécuriser l'île, puisque évidemment, dans ce cas de figure, on peut avoir des pillages, on peut aussi avoir des mouvements de population qu'il faut réguler. On a aussi l'interministérialité qui se met en place. Pourquoi? Parce que très rapidement, on est dans la réflexion du coup d'après. Le coup d'après, c'est notamment l'éducation nationale, pour pouvoir relancer ensuite les écoles, les collèges et les lycées. C'est aussi la santé, puisque c'est un partenaire indispensable pour la gestion des victimes, des blessés, et aussi des victimes psychologiques, puisque dans ce cas de figure, on peut avoir un impact direct sur le corporel, mais on a aussi un impact psychique qu'il ne faut pas mettre de côté, qui est très important pour ensuite relancer l'économie et relancer aussi la vie normale, entre guillemets. Et donc c'est cette interministérialité-là qui est pilotée dans un premier temps sur la phase gestion de crise, sur lequel nous, le COGIC et Sécurité civile, on a un rôle prépondérant. Et ensuite, il y a eu l'activation assez rapide d'ailleurs de cette cellule interministérielle de crise qui permet à chaque ministère de pouvoir échanger sous le patronat, soit là en l'occurrence c'était le conseiller spécial du Premier ministre, parfois du Premier ministre lui-même. Et donc vous avez l'ensemble des ministères et des ministres qui sont représentés autour de la table et qui peuvent échanger et prendre des décisions importantes pour ces phases de reprise. Alors effectivement, on le voit, hein, tout ce qui est déclenché, mis en place au niveau interministériel, et puis il y a d'autres acteurs, puis il y a aussi les pompiers volontaires. Tout à fait. Alors, dans les effectifs de sécurité civile, on a tout le panel qui a été engagé. Vous avez les formations militaires de la sécurité civile, les sapeurs-sauveteurs, qui faisaient partie notamment du premier détachement. On a aussi les sapeurs-pompiers. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être autour de 500, 600, 700, 800 personnels qui ont été projetés au fur et à mesure sur place. Ces personnels-là viennent de l'intégralité du territoire français, aussi bien hexagonal que des territoires ultramarins. On s'est appuyé sur La Réunion qui était à proximité, mais on a aussi envoyé des effectifs de l'ensemble des zones. Et cette bascule de moyens et d'efforts, c'est ce qu'on réalise tout au long de l'année. On réalise cet effort-là pour les feux de forêt, c'est assez connu depuis plusieurs années maintenant, mais on le fait aussi pour des inondations, comme ça a été le cas dans le Nord, où lorsqu'on a des inondations qui durent 2-3 mois, évidemment, on ne va pas toucher que les effectifs du Nord de la France, on va s'appuyer sur l'ensemble des effectifs. Et dans ces effectifs-là, vous l'avez dit, il y a les sapeurs-pompiers volontaires. Les sapeurs-pompiers volontaires, depuis 17 ans, on n'avait pas passé cette barrière particulière des 200 000 sapeurs-pompiers volontaires en France. C'est le cas. Donc c'est une véritable force de pouvoir s'appuyer sur cet engagement citoyen. Voilà, et on va y revenir avec le Beauvau, justement, de la sécurité civile qui est en cours. Alors, je me tourne vers vous, justement, Christophe, parce que ça vous parle, les sapeurs-pompiers volontaires. Alors, déjà, les pompiers tout court, puisque je rappelle que vous avez été officier au bataillon de marins-pompiers de Marseille pendant 18 ans. Et puis, vous avez après été directeur santé, sécurité, sûreté pour ITER, mais vous avez continué en tant qu'officier de réserve
vous êtes toujours très très proche de tout ce qui est pompiers, secours, assistance, protection civile. Vous avez même été à un moment donné chef de mission équipe européenne d'évaluation de la protection civile en 2024. Secours et assistance, c'est ce qui vous réunit tous les deux, c'est ce qui nous réunit ce matin. Aujourd'hui, vous dirigez Falck. Est-ce que vous pourriez revenir justement, parce que ça vous parle, comme je le disais, de par tout votre parcours, un petit mot sur ces gestions? Oui, effectivement, le milieu de la sécurité civile me parle. On parlait du volontariat, je suis sapeur-pompier depuis l'âge de 17 ans. C'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté. Quand j'ai quitté le bataillon, j'ai repris une activité de sapeur-pompier volontaire dans le département des Alpes de Haute-Provence, où j'assure des gardes, ce qui me permet de garder un lien avec la réalité du terrain. J'ai rejoint Falck en septembre. Falck, c'est une entreprise danoise, qui est un groupe de 28 000 employés qui se déploie au travers du monde dans un modèle qui en Europe du Nord est totalement différent du modèle français. Le modèle français est très structuré. Sur la France, sur le cluster que je dirige, donc c'est Central Europe, nous avons la France, l'Italie et la Belgique. Dans cette organisation, c'est à peu près 550 pompiers privés qui sont pour la plupart sapeurs-pompiers volontaires, donc c'est très important. Moi, j'attache une importance particulière au fait qu'on participe à l'ancrage dans le territoire de nos sapeurs-pompiers volontaires, c'est-à-dire que quand on leur permet d'avoir un travail, ils restent ancrés à leur territoire d'origine et ça leur permet d'avoir une activité de volontariat. Et j'aime à dire qu'on concourt également à ce modèle français qui est très intégré. Notre cœur d'activité en Europe centrale, c'est la sécurité aéroportuaire, on en parlait tout à l'heure. Une des premières choses pour remettre en place un réseau de secours, c'est acheminer les secours. Et dans ce cadre-là, nous avons des pompiers qui sont SSLIA, donc qui sont pompiers d'aéroport. Et donc on peut mettre en place, on pourrait imaginer dans un futur, pourquoi pas aller dans un territoire qui est touché, dans lequel cette activité n'est pas là et apporter notre secours. On fait également de la sécurité incendie industrielle, donc dans tout le haut du spectre, des industries où il y a besoin d'avoir des des pompiers privés au sein de l'entreprise. Et là, on a un continuum, on parle beaucoup du continuum de sécurité, mais il s'applique pleinement dans nos domaines d'activité. Pourquoi? Parce que les 15-20 premières minutes dans l'attente des services de secours vont être gérées par nos pompiers en interne. Donc au mieux, ces services de secours-là seront intégrés avec les services de sécurité civile. Au mieux, l'intervention se passera. Donc une connaissance qui est facilitée par le fait que tous sont pompiers volontaires et qu'on a de nombreuses relations avec les corps départementaux. Merci Christophe. Alors, en préparant l'émission, vous donniez un exemple où vous avez accompagné et apporté votre assistance. C'était donc à Valence, en Espagne, lorsque l'Espagne, le sud-est de l'Espagne a été touché, les 29 et 30 octobre dernier. Et vous avez apporté votre assistance à la fois avec une mise à disposition de personnel et également d'engins. Oui, tout à fait. Alors, on est un petit peu loin, on a longuement échangé sur ça, sur des modèles par rapport au modèle français, et Alexandre, je pense, le colonel Chaussard, en parlera tout à l'heure, où à Valence, on a noté que des moyens étaient nécessaires, les moyens réguliers, entre guillemets, n'était pas présent et donc on a mon collègue qui dirige le cluster ibérique, donc Espagne et Portugal, a mis à disposition une partie de son personnel avec des engins pour faire notamment du pompage et de l'assistance à la population. Ouais. Alors on parle de Valence, colonel, vous disiez que en fait ça n'arriverait jamais ce genre de cas en France. En fait, le cas de la crise d'inondation, il arriverait, oui. Et il va continuer d'arriver de manière encore plus drastique, puisque c'est ce qu'on a vécu dans le sud-est, c'est ce qu'on vit aussi et qu'on a vécu avec la tempête Alex. Je le rappelle, dans les Alpes-Maritimes, avec vraiment une période difficile à vivre pour les effectifs qui étaient engagés. Mais la tempête Alex est un bon exemple pour comparer à l'Espagne.
on a un système en France qui s'appuie sur une coordination qui commence du département, avec notamment ce rôle du préfet de département sur la direction des opérations de secours qui a été ancré, marqué de nouveau suite à la Covid et qui a été rappelé par le ministère de l'Intérieur. C'est vraiment notre niveau de départ, les départements avec les services départementaux d'incendie de secours, dont le chef est commandant des opérations de secours, et le préfet qui est directeur des opérations de secours. Et ensuite on monte. Et on monte dans des échelons où vous avez une transition qui est rapide. Le niveau zonal coordonne l'ensemble des moyens de la zone de défense. Et ensuite, vous avez le niveau national, donc nous, qui s'appuie sur chacune des zones pour pouvoir envoyer des moyens supplémentaires. Donc si on fait le parallèle, ce qu'a vécu Valence, dès lors qu'on a une préalerte d'un événement aussi majeur et dramatique que ce que a pu vivre Valence, nous, on met en préalerte l'ensemble des zones. On commence à envoyer des moyens, on commence à organiser des capacitaires aussi bien sécurité civile, pompiers, puisqu'on en a parlé, mais aussi les associations agréées de sécurité civile, qui sont des effectifs importants, qu'on a envoyés aussi à Mayotte d'ailleurs. Et donc, c'est cette coordination nationale qui nous permet de répondre en temps réel. Et donc, il n'y a pas de demande du département qui attend 2-3 jours pour demander à la zone, qui ensuite attend 2-3 jours pour demander au niveau national. Non, ça se fait en temps réel, ça se fait même avec de l'anticipation. Et après, on a un autre rôle, c'est celui de s'appuyer aussi sur le niveau européen. On l'a très bien joué pour l'été 2022 avec les feux de forêt. On a envoyé des équipes et des effectifs dans le sud-ouest de la France. On l'a aussi joué pour les inondations dans le nord, où on a envoyé des pompes, par exemple, hollandaises. La Hollande a une maîtrise totale de ces inondations en plaine. Ils le vivent, c'est culturel. Et donc s'appuyer sur ces forces-là, c'est indispensable. Voilà pourquoi un phénomène de ce type en France, lorsqu'il arrive, est traité différemment et n'aura pas le même impact. Très bien, merci. Effectivement, on voit et on verra justement comment demain vous imaginez la suite. Et vous, je le rappelle, vous disiez d'un point de vue international, finalement, le COGIC, déjà au niveau européen, mais le COGIC est le point d'entrée en fait au niveau de l'Europe. On n'a pas parlé d'une chose, c'est de la formation. Alors je m'adresse d'abord à vous, Christophe. La formation. C'est quelque chose, j'imagine, d'essentiel. Au sein de Falck, comment ça se passe ? La formation et la préparation à l'intervention sont des maillons essentiels de la bonne tenue de l'intervention quand elle va arriver. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne se pose plus la question si elle va arriver, mais juste quand elle va arriver. Et au mieux on sera préparé, au mieux cette intervention se passera. Nous, pour Falck, donc, qui est le seul pure player de la sécurité incendie industrielle, on attache une importance très particulière à la formation initiale et au maintien en compétences. On ne va pas aller réinventer ce qui est déjà très bien fait quand les pompiers sont des sapeurs-pompiers volontaires, et donc on va s'appuyer sur ces compétences-là. Pour autant, en tant qu'employeur, on se doit de vérifier ces compétences-là et de compléter, si elles sont nécessaires, ces compétences. Donc en fait, on s'appuie sur ce socle qui est un socle qui est très très bien organisé en France, mais derrière, on va aller donner des formations complémentaires à nos salariés sur des modules particuliers, la formation hydrogène, par exemple, l'intervention hydrogène, qui se développe énormément dans l'aéroportuaire, par exemple, les formations aéroportuaires, les passages en caisson, où on va aller un cran en dessus de ce que pourrait faire une activité de sapeur-pompier traditionnelle, parce que nos activités, nos interventions sont dans le haut du spectre de ce que l'on peut avoir. Alors, je me tourne vers vous, colonel, parce que la formation est évidemment essentielle chez vous. J'imagine une formation de base, mais une formation continue. Comment ça se passe ? Alors, la formation, on l'a fait évoluer dans le temps. On l'a fait évoluer puisque, typiquement, les feux de forêt 2022, c'est sur l'ensemble du territoire. Et le feu de forêt, culturellement, c'était plus dans le sud de la France. Donc, tous nos pompiers du sud de la France étaient formés au feu de forêt. On avait commencé à former d'autres officiers et d'autres sapeurs-pompiers sur le reste du territoire, mais pas de manière globalisée. Et donc, depuis le début des années 2020, on a eu cette volonté d'élargir cette formation et d'augmenter nos spécialistes feux de forêt sur l'intégralité du territoire. Ce qui est valable pour le feu de forêt est valable également pour les inondations. C'est-à-dire qu'on a besoin de spécialistes de secours nautique, par exemple, secours aquatique. Ces secours aquatiques, il faut savoir, c'est particulier d'intervenir dans 1,20 m, 2 mètres d'eau avec un fort débit. Il est important qu'on ait des spécialistes qui puissent intervenir sur ce cas de figure et qu'on n'ait pas juste des sapeurs-pompiers avec un tronc commun et une formation de base.
c'est vraiment complémentaire et c'est ce travail-là de formation permanent qui nous a permis d'accumuler de l'expérience liée aux crises vécues et aussi de préparer l'avenir. C'est-à-dire, on est sur une réflexion 2030-2050 sur les risques qui vont être ceux de la sécurité civile. Et donc, on a formé aussi des pilotes d'hélicoptères sur les nouvelles machines, puisqu'on a des nouveaux appareils qui sont jaunes et rouges. Donc pour les personnes qui voient passer les hélicoptères, on ne voit pas trop la différence, mais il y a 25 ans, 30 ans d'équipement technologique de différence. Et donc ces formations spécialisées, pour pouvoir avoir aussi des interventions en milieu périlleux, c'est tout le scope et des formations qui sont réalisées au niveau de la sécurité. Alors, justement, vous êtes en train de parler de demain, voilà, préparer demain. Comme je le disais, il y a le Beauvau de la sécurité civile actuellement. Si je ne m'abuse, cela repose à peu près sur 80% de volontariat et d'associations. Vous travaillez main dans la main avec eux? Bien sûr, et dans le Beauvau de la sécurité civile, l'objectif c'était d'exclure personne et au contraire qu'on soit vraiment toute la famille sécurité civile et aussi nos partenaires qui soient présents autour de la table. Donc vous l'avez dit, les 3 dernières dates, il y a eu une date à Bordeaux, une date à Aix-en-Provence et une date à Mâcon mardi, qui a permis de travailler sur plusieurs thématiques, aussi bien les enjeux financiers, puisque c'est un enjeu clairement lié au nombre de crises, lié à la croissance claire de la protection civile au niveau européen. C'est le cas aussi au niveau de l'Europe d'avoir des budgets qui augmentent et d'avoir des effectifs et des moyens supplémentaires. Donc c'est un enjeu. L'enjeu aussi de l'organisation. On a une culture particulière. On a cette organisation liée autour du fonctionnement du volontariat en France. On est assez fiers de notre modèle, mais ce modèle-là mérite d'être encouragé, d'être poursuivi et d'être poursuivi en prenant en compte aussi les changements sociétaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a passé cette barrière des 200 000 volontaires. Je pense que c'est très positif pour nous, c'est très positif à plusieurs égards. Dans une période où on se questionne par moment sur l'engagement citoyen, c'est une belle preuve d'engagement. Christophe Ramu l'a très bien dit, avoir aussi des pompiers volontaires dans les entreprises, pour nous, c'est une vraie passerelle. Et d'où le fait que dans le Beauvau de la sécurité civile, il y a des représentants d'entreprises, il y a des représentants du privé qui sont là aussi pour nous apporter leur culture, leur point de vue. Et donc l'objectif du Beauvau de la sécurité civile, c'est depuis cette grande loi de modernisation de la sécurité civile qui avait eu lieu en 2004, c'est d'avoir un nouveau texte, de nouveaux éléments pour pouvoir progresser dans les prochaines années. Prévu pour ? Alors prévu là pour les conclusions au cours de l'année 2025, ça c'est une évidence. Tout le travail qui a été mené maintenant depuis 1 an et demi, 2 ans, lié aussi au passage successif des gouvernements et des ministres de tutelle. D'ailleurs c'est vraiment à souligner, c'est-à-dire que malgré le fait qu'on ait changé de ministre, les ministres à chaque fois l'ont mis comme un axe prioritaire et ont voulu une continuité et un suivi de ce dossier-là. Donc c'est important à nos yeux de le voir aboutir sur 2025. Alors, Christophe, comme le disait le colonel, 200 000 sapeurs-pompiers volontaires aujourd'hui. Alors, si on regarde nos voisins allemands, c'est 1 million. J'imagine que vous regardez ça de très près également. On regarde ça de très près parce que c'est pour nous, c'est le modèle en fait. Je ne parlerai pas à la place du colonel Jossard, mais c'est le modèle français et c'est un modèle qui a été éprouvé, qui aujourd'hui montre sa fiabilité. L'engagement citoyen, on en parle peu. Mais c'est quelque chose qui aujourd'hui revêt une vraie valeur. Une vraie valeur, et dans le mot valeur, il y a la valorisation de cet engagement. On a peu aujourd'hui d'engagements dans lesquels les gens viennent, passent du temps. On a parlé de la formation, mais le volume horaire de formation avant de pouvoir tenir des postes opérationnels est conséquent. Les gens viennent le soir, le week-end, sur leur jour de leur repos. Et je pense qu'on a un vrai modèle réussi en France à ce sujet, quoi. Et cet engagement, il ira crescendo, selon vous ? Je pense que dans le liminaire de notre intervention, on a parlé des crises et on a parlé des augmentations à la fois dans la récurrence et aussi dans le temps. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Effectivement, avant, on en discutait, la crise ne durait que quelques jours. Oui. Aujourd'hui, les derniers exemples, vous l'avez dit, on est sur plusieurs mois de la gestion de crise, ce qui veut dire que il faut à un moment repenser aussi notre modèle qui doit durer dans le temps, plus long, enfin, de manière plus récurrente. Et je pense qu'il est intéressant et important et le travail qui est fait autour du Beauvau de la sécurité, il est vital pour que ce modèle perdure et continue à avoir toute sa valeur. Alors, colonel, vous avez commencé à évoquer un petit peu les perspectives pour demain. Vous avez parlé de moyens matériels qui évoluent considérablement, et tant mieux.
quelle est la stratégie pour demain? Est-ce que justement c'est déjà plus ou moins dessiné, j'imagine? Et par rapport aussi aux vulnérabilités, avec les enjeux qui arrivent, comment vous voyez ça? Alors, je ne vais pas pouvoir dévoiler toutes les conclusions du Beauvau de la sécurité civile, parce que déjà, j'en serais pas capable, étant donné le nombre de dossiers et d'éléments à préciser. Mais par contre, sur notre sujet, notre thématique du jour, à savoir la gestion de crise majeure, on a évidemment des pistes. On a une première piste qui est, on a vu que nos dernières crises importantes, bon nombre étaient dans les territoires ultramarins. Ouais. Donc il y a une réflexion à avoir sur des réserves de matériel, aussi sur des personnels avancés. Pourquoi pas des antennes de formation militaire de la sécurité civile, pourquoi pas des antennes aussi ou d'une organisation au niveau des sapeurs-pompiers. Tout ça est encore en gestation, en réflexion, mais très clairement, on sait qu'on a un enjeu sur les territoires ultramarins. On a une meilleure communication, je pense très clairement aujourd'hui, avec ces services d'incendie de secours. C'est le cas notamment aussi avec la Polynésie française, où on a eu beaucoup d'échanges sur qu'est-ce qui se passe si vous avez un tsunami, qu'est-ce qui se passe si vous avez une montée des eaux importante, comment on s'organise pour aider les îles Marquises et toutes ces îles de la Polynésie française qui ont besoin d'assistance dans une période courte. Donc ces réflexions-là sont déjà en cours. À côté de cela, sur le reste du territoire national, vous dire quoi? Vous dire qu'on a une réflexion sur la formation, on l'a dit, on veut encore intensifier, augmenter nos personnels formés. Cette amélioration aussi de l'organisation européenne. On accueille tous les étés maintenant des pays européens à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. On l'a fait l'été dernier, pourtant on a une saison feu de forêt bien maîtrisée. Je dirais pas basse, puisque beaucoup vont dire peu de feux de forêt l'été dernier, mais peu de feux de forêt parce qu'un gros engagement sur le terrain et une belle organisation, une coordination des moyens, notamment depuis la base avancée de Nîmes. Et donc, par rapport aux moyens européens, c'est une nouvelle boîte à outils. On a fait beaucoup de formations, on a fait beaucoup d'exercices ensemble. Et maintenant, ce qu'on veut faire passer comme message à la population, c'est lorsque vous voyez des moyens européens qui arrivent, ce n'est pas un aveu de faiblesse du pays qui est impacté par une crise. C'est au contraire la volonté d'utiliser un moyen supplémentaire. Et je pense que depuis 2-3 ans, on est parti sur cette orientation-là et que ça ne va ne faire qu'être augmenté dans les prochains mois, prochaines années. J'étais à Varsovie là, sous la présidence européenne, puisque c'est une présidence tournante tous les 6 mois. Ça a été encore confirmé. On a besoin de s'aider les uns les autres, puisque l'inondation qui touche l'Allemagne au mois de février peut ensuite toucher la Belgique en mars ou en avril. On a vu aussi dans les territoires de l'Est des crises majeures qui ont touché tout un bassin en simultané, donc à savoir la République tchèque, la Pologne et la Hongrie. On doit être en mesure de les aider. Donc ça, ce sont des pistes de réflexion. Et le dernier point, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais la sécurité civile, c'est tout un panel, sapeurs-pompiers, démineurs de la sécurité civile. Les démineurs, d'ailleurs, c'est une spécificité française. Dans plein de pays, ils sont au niveau de la défense. Ouais. Nous, on l'a du côté sécurité civile, c'est une vraie valeur ajoutée. On l'a aussi, nos associations agréées de sécurité civile. C'est tout ce panel-là qui ne fait qu'augmenter. On a une meilleure professionnalisation, une meilleure augmentation des effectifs. Et c'est en ce sens qu'on veut poursuivre. Je retiendrai une petite phrase, je retiens tout, mais il y a un mot. S'aider les uns les autres, ça vous le connaissez bien également, Christophe. En plus, vous êtes sur plusieurs pays. Oui, on est sur plusieurs pays. Il est assez intéressant de voir les particularités propres au pays. Mais en ayant été dans le mécanisme de protection civile européen, on s'aperçoit qu'au-delà de ce qui apparaît comme des différences de prime abord, quand on travaille avec ces pays, on a les mêmes fondamentaux et les mêmes moyens de résoudre la crise. Et c'est intéressant parce que ces échanges-là nous permettent d'être meilleurs, en fait. Et c'est ce qui est important, c'est apprendre tous les jours. Et je pense qu'on fait des métiers dans lesquels apprendre tous les jours est une source de valeur. Merci Christophe. Le mot de la fin, colonel, on a pris l'exemple de Mayotte tout à l'heure. Il y aura sûrement un rétex. Tout à fait, il est en cours. On a un retour d'expérience qui se fait à chacune des crises. L'objectif de ces retours d'expérience, c'est évidemment de tirer les grands enseignements, d'éviter de reproduire des difficultés ou des améliorations possibles, de les noter pour pouvoir aller plus loin, plus vite lors des prochaines crises. Et puis aussi de rien s'interdire. On a parlé de la modernisation de la sécurité civile. On a une direction générale qui est moderne, qui suit aussi le cours de la société. On sort de la conférence internationale sur l'intelligence artificielle. C'est un dossier, par exemple, qui est suivi de près par la sécurité civile, sur lequel nous, on souhaite s'engager, puisque ça va nous apporter aussi des clés de lecture et des améliorations, notamment aussi pour faire les retours d'expérience. Donc c'est dans ce sens qu'on souhaite travailler. Merci colonel, merci Christophe d'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de 112 Infos.
À très vite sur News Sécurité et Agora Média. À très bientôt. Falk a été heureux de vous présenter 112 Infos.